Nous allons donc voir dans ce dernier cours quelques notions concernant la mise en place et l'organisation de la circulation fœtale, le cordon ombilical, dont vous aviez déjà vu précédemment la délimitation, et les grossesses gémellaires. Nous aborderons très brièvement des notions concernant les annexes embryonnaires et le placenta pour que vous ayez les bases pour comprendre ce qui est abordé dans ce cours, mais la totalité du développement placentaire, l'unité fœtoplacentaire et les données concernant le liquide amniotique sont abordées maintenant dans l'UE spécifique de maïeutique. Voyons en premier lieu la notion d'annexe embryonnaire. On définit comme annexe embryonnaire des structures qui sont issues des cellules embryonnaires, mais qui vont prendre une disposition extra-embryonnaire. Ces structures ne feront donc pas partie du fœtus à l'issue du développement intra-utérin, soit parce qu'elles sont réellement extra-embryonnaires en fin de développement, soit parce que ces structures auront involué au fur et à mesure du développement embryonnaire puis fœtal. Il existe 4 structures formant les annexes embryonnaires: la vésicule amniotique, la vésicule vitelline, l'allantoïde et le chorion. Nous avons déjà parlé de l'ensemble de ces structures. La vésicule amniotique fusionnera avec le celome extra-embryonnaire et est une structure réellement extra-embryonnaire à l'issue du développement, tandis que la vésicule vitelline et l'allantoïde vont évoluer au fur et à mesure du développement. Parmi ces annexes embryonnaires, parlons du chorion. On trouve au niveau du chorion une zone particulière qui va former le placenta. Ce placenta comporte une face fœtale, issue du chorion, et une face maternelle qui correspond à une différenciation particulière de la zone d'endomètre en regard de ce placenta. On individualise donc à cette structure du chorion une face fœtale et une face maternelle. Le rôle du placenta est essentiel dans le développement de l'embryon puis du fœtus, puisque c'est à ce niveau que vont se faire les échanges gazeux et métaboliques avec l'organisme maternel, donc la respiration fœtale, puisque les poumons ne sont pas fonctionnels, et le placenta a également un important rôle endocrine tout au long de la grossesse. Ce placenta va donc être une zone d'interaction fœto-maternelle. Vous avez ici illustré pour mémoire les différentes cavités extra-embryonnaires, l'embryon représenté avec ses différents feuillets, la cavité amniotique qui surplombe la face dorsale de l'embryon, la vésicule vitelline qui se trouve à la face ventrale, ainsi que l'allantoïde qui est dans le pédicule embryonnaire, et le celome externe. Comme je vous l'ai dit et comme nous l'avons vu précédemment, la cavité amniotique grossit et va progressivement occuper tout l'espace du cellome externe, constituant ainsi le lieu dans lequel va flotter l'embryon puis le fœtus. La vésicule vitelline et l'allantoïde vont involuer et il n'en persistera que des reliquats au niveau du cordon ombilical. Vous vous souvenez également dans les cours précédents de la délimitation de la zone ombilicale au niveau des zones de réflexion entre l'ectoblaste et le revêtement amniotique, au niveau de la partie ventrale de l'embryon. Nous avions laissé dans les cours précédents la mise en place du système cardiovasculaire au stade d'ébauche cardiaque, donc de tube cardiaque, pair et symétrique puis médian, avec un réseau artériel et veineux très rudimentaire. Nous allons donc reprendre ce développement à ce stade. Ce schéma n'est pas entièrement exact, comme bien souvent les schémas où on ne peut concilier l'exactitude et la simplicité. Il y a donc au niveau de l'embryon un tube cardiaque, dont les cavités se formeront ultérieurement. Le sang est apporté, oxygéné par le placenta, par la veine ombilicale. Il va ensuite distribuer l'organisme embryonnaire par les aortes dorsales qui sont paires. Ici, il n'en est figuré qu'une seule, et les connexions par les arcs aortiques entre ces aortes dorsales et le tube cardiaque. Il y a également
vascularisation de la vésicule vitelline par les artères vitellines. Sans doute êtes-vous déjà perturbé de voir figurer en rouge des veines et en rouge des artères. N'oubliez donc pas qu'on définit la notion de veine et d'artère par le fait que les artères partent du cœur et que les veines vont vers le cœur. Il est donc normal de dénominer veine ombilicale le vaisseau qui va du placenta vers le cœur. Néanmoins, ce vaisseau transportant du sang oxygéné, il est ici figuré en rouge. Voyons maintenant le circuit de drainage du sang désaturé. Le sang de l'extrémité céphalique est drainé par les veines cardinales supérieures qui donneront naissance ou qui se transformeront ensuite en veines caves supérieures. De la même façon, le sang de l'extrémité caudale de l'embryon est drainé par les veines cardinales inférieures qui fusionneront et donneront la veine cave inférieure. Ce sang étant désaturé, il est schématiquement figuré en bleu. Le sang désaturé issu de la vésicule vitelline est drainé par les veines vitellines. Enfin, le sang regagne le placenta par les artères ombilicales qui sont des branches des aortes dorsales. Vous avez donc figuré par ce cerclage les vaisseaux vitellins et par cet autre cerclage les vaisseaux ombilicaux. On dénombre une veine ombilicale et 2 artères ombilicales. Plaçons-nous maintenant quelques semaines plus tard dans cette même circulation cardiaque. Une fois qu'on a une veine cave supérieure et inférieure unique, une aorte unique et que les cavités cardiaques se sont formées. Le code couleur qui a été adopté tente de rendre compte de la saturation en oxygène et les pressions de saturation en oxygène qui sont indiquées dans ce schéma sont approximatives et données à titre indicatif. Partons donc toujours du placenta où se fait l'hématose placentaire, donc l'oxygénation des cellules sanguines. Le sang part donc avec une saturation d'environ 80% par la veine ombilicale pour gagner le fœtus. Il va traverser le foie avec une distribution vasculaire du foie et un premier shunt qui est un shunt veineux. On parle de shunt lorsqu'on décrit une structure vasculaire qui unit 2 réseaux de même nature. Donc un shunt veineux va faire communiquer 2 veines. A l'inverse, on le verra plus tard, un shunt artériel fait communiquer 2 systèmes artériels. Donc un premier shunt au niveau du foie, le ductus venosus, va permettre que ce sang oxygéné issu du placenta gagne la veine cave inférieure. Cette veine cave inférieure, je vous le rappelle, draine la partie inférieure du fœtus, donc un sang désaturé avec une faible teneur en oxygène, environ 25%. Donc dès le départ, au niveau de la veine cave inférieure, la saturation va baisser, n'étant d'approximativement que de 65%. Ce sang, tout de même relativement oxygéné, gagne l'oreillette droite et va passer directement dans le ventricule gauche par un deuxième shunt, cette fois-ci un shunt intracardiaque, faisant communiquer des structures cavitaires cardiaques qui ne communiqueront plus après la naissance. Donc ce sang saturé passe de l'oreillette droite au ventricule gauche par le foramen ovale. Du ventricule gauche, il va directement dans l'aorte et va permettre une oxygénation de la partie supérieure du fœtus. Les arcs et les structures artérielles ne sont pas figurées, mais il y a bien des structures artérielles à destinée céphalique à partir de cette crosse aortique. La pression est alors d'environ 60% en oxygène. Voyons maintenant une grande partie du circuit de retour. La veine cave supérieure draine l'extrémité céphalique, saturation d'environ 30%, assez similaire à celle observée pour la partie inférieure de la veine cave inférieure drainant l'extrémité caudale du fœtus. Cette veine cave supérieure se jette également dans l'oreillette droite. Le sang cependant va principalement gagner le ventricule droit.
Sans doute vous posez-vous la question, mais pourquoi au niveau de cette oreillette on a un flux venant de la veine cave inférieure qui passe dans l'oreillette gauche et un flux de la veine cave supérieure qui passe dans le ventricule droit? C'est une question d'orientation des structures orificielles par rapport aux cavités elles-mêmes et au foramen ovale. L'orientation de la zone d'abouchement de la veine cave inférieure fait que le flux sanguin va très majoritairement se diriger quasiment en face dans le foramen ovale. A l'inverse, l'orientation de l'abouchement de la veine cave supérieure fait que le flux sanguin va très majoritairement se diriger, là aussi à peu près en face, mais vers le ventricule droit. Ce sang désaturé quitte le ventricule droit par l'artère pulmonaire, et je vous rappelle que les poumons ne sont pas fonctionnels, donc ce sang va essentiellement servir à vasculariser les poumons, il n'y a pas d'hématose. Le sang quitte donc les poumons par les veines pulmonaires et rejoint l'oreillette gauche. On observe entre l'artère pulmonaire et l'aorte un shunt, cette fois-ci artériel, le ductus arteriosus, qui permet de récupérer une certaine partie de ce sang qui est encore à une saturation tout à fait raisonnable de 50% et de le rediriger vers l'aorte. On a donc dans la partie plus terminale de l'aorte, après l'arc aortique et après la zone d'abouchement du ductus arteriosus, une saturation qui est passée de 60% avant le ductus arteriosus, donc en amont du ductus arteriosus, à 52% en aval. Enfin, ce sang permet, par les ramifications terminales des branches de l'aorte, de vasculariser toute la partie inférieure du fœtus. Les artères ombilicales permettent le retour de ce sang vers le placenta pour une nouvelle oxygénation. On a donc un circuit, cette fois-ci, qui est complet. Nous terminerons maintenant par les grossesses gémellaires. Voyons d'abord le plus simple. Une grossesse gémellaire est donc une grossesse où se développent deux fœtus, des jumeaux. Il y a deux types de grossesses gémellaires, des grossesses dizygotes et des grossesses monozygotes. Et comme je viens de le dire, nous démarrerons par les plus simples, les grossesses gémellaires dizygotes. Nous avons dans ce cas deux ovocytes fécondés chacun par un spermatozoïde qui vont aboutir à la conception de deux embryons. On est donc dans la même situation qu'une fratrie non utérine d'embryons conçus de façon décalée dans le temps. Les jumeaux dizygotes sont différents, ont un patrimoine génétique différent qui correspond chaque fois à celui de l'ovocyte et du spermatozoïde dans chaque cas. Ces deux embryons vont évoluer de façon séparée, ayant chacun ses cavités amniotiques, vitellines, choriales, et on aura donc la cavité amniotique ici surplombant l'embryon, le développement des structures choriales en jaune et des grossesses qui sont dites diamniotiques, dichoriales. Elles peuvent avoir le plus souvent des placentas séparés, mais parfois des placentas fusionnés. Nous terminerons ce cours par l'analyse des grossesses gémellaires monozygotes. Dans le cas d'une grossesse gémellaire monozygote, on est en présence d'un ovocyte fécondé par un spermatozoïde qui, après clivage, va donner un embryon. Selon le stade de développement de cet embryon auquel va se faire la séparation pour donner naissance à la grossesse gémellaire, on observera différents types de grossesses gémellaires. Les jumeaux monozygotes, également souvent appelés vrais jumeaux, partagent le même contenu génétique puisqu'ils sont issus de la même fécondation ovocyte-spermatozoïde. Ils sont donc génétiquement identiques. Si la séparation se fait au stade de morula, ou avant ce stade, c'est-à-dire avant la formation du bouton embryonnaire, on obtiendra donc deux embryons ayant chacun son bouton embryonnaire, ayant également chacun ses structures choriales, donc des grossesses diamniotiques dichoriales.
le cas n'est pas très différent des grossesses gémellaires dizygotes. Les risques en termes de développement de ces grossesses diamniotiques dichoriales vont être similaires selon qu'elles sont monozygotes ou dizygotes. Si la séparation est plus tardive, c'est-à-dire après le stade de morula, lorsque le bouton embryonnaire s'est déjà formé, donc séparation lorsque le blastocyste a été formé, voire plus tard, les choses seront différentes. Une séparation au stade de blastocyste, donc séparation au sein du bouton embryonnaire, va donner naissance à un embryon avec 2 boutons embryonnaires. On est donc en présence d'une grossesse qui comporte 2 embryons, chaque embryon développant sa propre structure amniotique. Cependant, comme les 2 embryons sont issus du même blastocèle, ils vont partager les mêmes structures choriales. Il s'agira donc d'une grossesse diamniotique monochoriale. Les risques sont plus importants. Dans le cas des grossesses diamniotiques monochoriales, le placenta est toujours commun. Si la grossesse se fait encore plus tardivement, alors que le disque embryonnaire est déjà formé et qu'on a donc une séparation à l'intérieur du disque embryonnaire, on va avoir une grossesse gémellaire partageant à la fois les structures amniotiques et les structures choriales, donc une grossesse monoamniotique monochoriale. On est donc en présence de 2 fœtus baignant dans la même cavité amniotique et qui de plus partagent la même structure choriale. C'est dans cette situation que les risques sont les plus importants, le principal risque étant l'enroulement du cordon d'un des fœtus autour de l'autre fœtus et donc un phénomène d'absence de vascularisation de l'un des 2 fœtus. Nous avons donc maintenant terminé l'ensemble des cours formant ce cycle sur le développement embryonnaire humain. Je vous remercie de votre attention.